Ceci devrait être le dernier cours de l'année, puisque, comme vous le rappelez peut-être, la dernière fois, j'avais annoncé qu'en vertu d'un libre décret de ma volonté souveraine, j'avais choisi de transformer la dernière séance en échange libre de questions, d'objections, de remarques, de critiques, etc. Je ne renonce pas à cette idée, simplement je suis bien obligé de dire que cet après-midi, avec les auditeurs de l'UTL au centre Jeanne Larocque, je ne suis pas du tout allé jusqu'au-là où j'avais l'intention d'aller pour terminer sur l'explication du deuxième chapitre de notre appendice, pour cette raison que eh bien, les choses se sont passées, alors là, franchement, tout à fait comme avec une classe, c'est-à-dire que j'ai été fort questionné, et horresco referens, j'ai été contesté, figurez-vous. Alors, bon, et ça a donné lieu d'ailleurs, donné lieu vraiment à des discussions très intéressantes. Mais évidemment, quand on discute, bon, on prend quelques chemins de traverse. Bon, je n'ai pas tout à fait... Écoutez, on verra bien. Bon, vous m'avez habitué à beaucoup plus de docilité. Par conséquent, il est possible que j'aille plus loin aujourd'hui. Je ne sais pas. Et puis ça n'a pas grande importance, de toute façon. Bon, parce qu'une possibilité existerait toujours de reporter la séance d'échange et de discussion, disons, au début de l'année prochaine, mais ça fait quand même un peu loin. Alors bon, nous verrons. Alors, et bien sûr, les discussions, les échanges, les objections, les critiques peuvent évidemment venir dès aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui s'est produit cet après-midi. Je vous dirai d'ailleurs un petit peu à quel propos. Et puis vous verrez bien si vous avez, vous, le désir de rebondir, de prolonger ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, vous voyez, j'avais apporté ici un petit lot de bouquins dont je voulais lire des extraits. Je n'en ai ouvert aucun cet après-midi. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera cet après-midi, ce soir. Et ça n'a pas, je le répète, une grande importance. Alors, ce que je voulais poser à partir de ce soir, ça je crois que je l'avais annoncé, c'est le problème de la responsabilité. Le problème de la responsabilité. Problème dont je vous avais dit qu'il a été immédiatement posé à Spinoza par plusieurs de ses interlocuteurs. Nous le savons par sa correspondance, nous le savons par ses lettres. Et il est posé ce problème en particulier dans une lettre d'Henri Oldenburg. Henri Oldenburg, l'un des correspondants les plus réguliers, les plus fidèles de Spinoza. Oui. Il s'agit de la lettre 77. Lettre 77 de Henri Oldenburg. Alors, je vais lire, je crois que je l'avais déjà lu d'ailleurs, ce passage, je vais le relire, il se trouvera, s'il ne se trouve déjà, sur le blog, que je mettrai à jour le plus vite possible. Voici ce que Oldenburg dit à Spinoza. La raison pour laquelle je ne voudrais pas que cette nécessité fatale de toute chose fût admise par le vulgaire, c'est la crainte que j'ai que la vertu n'ait à en souffrir, et que les récompenses et les peines perdent toute valeur. Si, dans toutes nos actions, nous sommes, nous autres hommes, dans le pouvoir de Dieu comme l'argile dans la main du potier, de quel droit l'un de nous peut-il être accusé pour avoir agi de telle façon ou de telle autre, alors qu'il lui était de toute impossibilité d'agir autrement. La loi de la nature du Dieu spinoziste, c'est la nécessité, et la nécessité, c'est le caractère de ce qui ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire que rien de ce qui est, rien de ce qui arrive, rien de ce qui est arrivé, pouvait ne pas arriver, pouvait ne pas se produire. Alors, il faut bien voir en quoi consiste exactement l'objection de Oldenburg. La raison pour laquelle je ne voudrais pas que cette nécessité fatale de toute chose, celle que vous défendez, il parle de fatalité. Spinoza n'utilise pas beaucoup le terme de fatalité, et il l'utilise fort peu pour parler de sa propre doctrine. Je ne sais même pas s'il lui arrive d'utiliser ce mot. Mais il parle de nécessité, bien sûr. Donc la raison pour laquelle je ne voudrais pas que cette nécessité fatale de toute chose fût admise par le vulgaire.
Donc la première question que pose Oldenburg, c'est celle-ci. Mais qu'en est-il des conséquences possibles, prévisibles, probables, peut-être certaines, de la diffusion de votre doctrine? Oldenburg a l'air de lui dire, bon, tant que nous sommes entre nous, ça va. Nous sommes des gens habitués à réfléchir, nous sommes habitués à philosopher, nous sommes des intellectuels, et nous n'imaginons pas que si nous apprenions par exemple que toutes les actions humaines, les volontés humaines, les décisions humaines et les actions par conséquent sont soumises à la nécessité, nous n'imaginons pas que nous allons nous mettre à faire n'importe quoi et à en profiter, à en tirer argument pour ne plus respecter la morale, les lois, bref, pour cesser de pratiquer, ici il en est question, c'est le terme qu'utilise Oldenburg, la vertu. Mais enfin, le peuple, lui, le peuple quand même, hein, est-ce qu'il faut vraiment lui apprendre des vérités aussi dangereuses, aussi redoutables? Il dit, s'il arrivait que cette nécessité fatale de toute chose fût admise par le vulgaire, la vertu pourrait en souffrir, et les récompenses et les peines perdre toute valeur. Perdre toute valeur. Alors je pense que cette menace d'une perte de valeur des récompenses et des peines, on peut l'entendre en deux sens. On peut l'entendre dans un sens qu'on pourrait dire éthique, éventuellement même peut-être philosophique. Premier sens, donc, les récompenses et les peines perdent toute valeur, elles perdent tout fondement de légitimité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus croire, c'est au moins la crainte d'Oldenburg, Oldenburg craint, redoute, qu'il devienne impossible de croire à la légitimité de récompenses ou de peines qui s'adresseraient à des êtres qui, étant soumis à la nécessité universelle, une nécessité implacable, incontournable, irrémédiable, qui n'ont pas d'initiative dans ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas d'initiative non plus dans ce qu'ils sont et donc ce qu'ils font, procédant de cette nécessité universelle dont ils ne sont finalement que les jouets. Donc, premier risque de perte de valeur des sanctions, que par sanction il faille entendre une récompense, hein, parce que la récompense est aussi une sanction au sens positif, ou qu'il faille penser aux peines, aux punitions, aux châtiments, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, c'est la première menace, sans doute, que veut ici exprimer Oldenburg, c'est que finalement tout ça perd toute signification. Toute signification, et que même pour nous, philosophes, pour nous, intellectuels, qui n'avons pas à redouter de modifier pour autant notre comportement, eh bien, cela nous place devant finalement une impossibilité de penser la doctrine à laquelle nous adhérerions si nous devenions spinozistes. Mais que les récompenses et les peines perdent toute valeur, ça peut aussi signifier quelque chose, je dirais, de moins philosophique, mais de plus pratique, de plus immédiatement concret, à savoir que les récompenses et les peines perdent toute efficacité, toute efficience. Parce que, perdent toute efficience, parce que imaginez quelqu'un qui est en situation d'être tenté de s'écarter de la morale ou de la loi, ou du droit. Bon. Et là, bien sûr, il sait que le droit et ensuite les institutions judiciaires et la justice pénale le menacent d'une sanction, quelquefois dure, quelquefois très dure, en cas de transgression des lois. Ça peut le dissuader, ça peut le faire hésiter et ça peut finalement le faire reculer devant la tentation et dire, bon ben voilà, je me tiens à carreau, je marche droit, je file doux, parce que je sais que si je désobéis à la loi, je risque une sanction judiciaire, et si je me comporte contre la morale socialement admise, je risque aussi, peut-être par exemple, je risque d'en subir les conséquences au niveau de mes relations sociales. Bon, mais bien sans doute, les conséquences peuvent suffire à dissuader quelqu'un de faire le mal, même s'il ne croit pas à la légitimité de la sanction qu'on lui infligerait dans ce cas, mais ça peut aussi avoir pour effet pratique, tout simplement, de neutraliser le pouvoir dissuasif de la sanction. Parce que celui qui est dans cette situation va se dire, bon, c'est vrai,
il y a la prison. C'est vrai, je risque d'être pris. C'est vrai, je risque d'être jugé, déféré devant une cour de justice, condamné. Alors je risque d'avoir à payer une lourde amende, je risque de passer un certain temps de ma vie, peut-être très long, en prison, et je risque éventuellement ma tête, parce que peine de mort. Mais celui-là, qui a perdu l'idée que la sanction était légitime, peut très bien adopter comme stratégie de se dire, bon, je peux en toute bonne conscience, de toute façon, puisque je le fais de façon déterminée, puisque c'est dans ma nature, ou puisque ce sont les circonstances qui m'ont poussé, je peux très bien décider de désobéir. Simplement, maintenant, il faut adopter la stratégie et la tactique adéquates qui me garantiront que je ne serai pas pris, tout simplement. Je transgresse la loi en toute bonne conscience éthique, mais je le fais de façon aussi prudente que possible, c'est-à-dire en tenant compte de tous les dangers qui me guettent si je me fais prendre, et donc j'essaierai de passer au travers des mailles du filet, et après tout, il y a quand même d'assez nombreux exemples de gens qui y arrivent. Et donc, ce qui est derrière cette menace que fait peser sur l'éthique, sur le droit, sur la justice, sur les peines et sur les récompenses, la philosophie de Spinoza, cette menace est on va dire, philosophique, puisqu'elle sape les fondements de ces choses que sont la récompense et la peine, mais elle est aussi une menace pratique, une menace pour l'ordre social, une menace pour la bonne santé, la bonne marche de la société, puisque, après tout, cela créerait, je dirais, un premier marchepied pour aller, pour ceux qui hésiteraient encore, vers une désobéissance à la loi. La suite de la citation que j'avais produite la dernière fois revient surtout sur l'aspect, je dirais, philosophique. Nous sommes, nous autres hommes, si dans toutes nos actions, nous sommes, nous autres hommes, dans le pouvoir de Dieu comme l'argile dans la main du potier. Je rappelle que c'est une image qui vient de l'Épître aux Romains de saint Paul. Si dans toutes nos actions nous sommes, nous autres hommes, dans le pouvoir de Dieu comme l'argile dans la main du potier, de quel droit l'un de nous peut-il être accusé pour avoir agi de telle façon ou de telle autre, alors qu'il lui était de toute impossibilité d'agir autrement. Bon, Spinoza alors reprend cette métaphore de l'argile et du pot pour dire quelque part que des vases qui sortent de la main du potier, certains, dit-il, sont voués à l'honneur, d'autres au déshonneur. Il ne précise pas, mais on peut se faire une petite idée de ce que signifie concrètement l'idée d'un vase fait pour l'honneur. Alors peut-être y mettre des fleurs, peut-être y mettre des fleurs pour une cérémonie religieuse ou commémorative, peut-être autre chose, enfin un vase qui va peut-être recueillir, je ne sais pas moi, des objets sacrés, et d'autres qui sont faits pour le déshonneur. Bon, j'ai peut-être pas besoin de vous faire un dessin. Qu'est-ce que c'est qu'un vase fait pour le déshonneur? Bon, il faut imaginer que les potiers tournent aussi peut-être des pots de chambre. Voilà, c'est ça le vase fait pour le déshonneur. Et le pauvre vase, il aurait peut-être préféré recevoir des fleurs que de la merde, mais enfin, le pauvre vase, il n'en peut mais, il n'y est pour rien. Et là, évidemment, on va droit à la question, au problème, à la difficulté du fondement de la responsabilité. Car, c'est ce qu'écrivait, Descartes écrivait ça à la reine Christine. Descartes avait de nombreux correspondants, encore beaucoup plus nombreux que Spinoza. D'ailleurs, la correspondance de Descartes est quelque chose de très important en volume. Ce n'est pas encore grand-chose par rapport à celle de Leibniz. Hein. Mais enfin, Descartes avait beaucoup de correspondants, et en particulier, il appréciait beaucoup la correspondance des femmes, qu'il tenait pour tout à fait égale aux hommes en matière de capacité cognitive et de capacité à entrer dans les questions, dans les difficultés philosophiques, à tel point d'ailleurs que c'est certainement une femme la princesse Élisabeth de Bohême, qui l'a placé Descartes dans les situations les plus difficiles, les plus délicates en termes d'affrontement d'un problème philosophique. Mais ça, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, mais pas maintenant. À la reine Christine de Suède, celle chez qui il est allé mourir, sur la fin de sa vie, Descartes a été l'objet d'une sollicitation de la reine Christine qui lui a demandé de venir lui faire des cours particuliers de philosophie, là-haut, en Suède. Bon, Descartes n'était pas très partant. Enfin, il y est allé,
et il est allé mourir là-haut. Alors, je ne sais pas si c'est de froid ou de... mais enfin, bon, c'est là qu'il a fini ses jours, le malheureux Descartes. Et alors, à la reine Christine de Suède, il écrit ceci, justement dans une... alors, ça se trouve, oui, c'est la lettre du 20 novembre 1647. 20 novembre 1647, dans une lettre au cours d'une discussion relative justement à la morale, et plus précisément à la question de la volonté libre, Descartes écrit « Il n'y a que ce qui dépend de la volonté qu'on est sujet de récompenser ou de punir. Il n'y a que ce qui dépend de la volonté qu'on est sujet de récompenser ou de punir. Là où il n'y a pas de volonté, dit Descartes, punition et récompense perdent rigoureusement toute signification. » On va voir que ce n'est pas tout à fait aussi simple. C'est pas tout à fait aussi simple. Et ce que dit Descartes se comprend très bien, à condition peut-être d'apporter quelques précisions sur l'idée ici de volonté. Je vais y venir très vite. Alors, à la question du vase, de l'argile entre les mains du potier, Spinoza a une réponse qui est parfaitement claire. Qui est parfaitement claire et qui est, à mon avis, assez simple à comprendre, en tout cas qui ne requiert pas de subtilité de raisonnement très poussée, qui est la suivante. Il répond que, en faisant par exemple, il propose plusieurs analogies. Il y a plusieurs analogies. Il y en a une, par exemple, avec la maladie. Il dit, voilà, vous êtes malade, vous tombez malade. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas votre faute. Votre maladie ne peut pas vous être imputée. Alors bien sûr, on peut être plus ou moins responsable d'une affection dont on est atteint, d'une pathologie. Oui, c'est vrai. Mais enfin, plaçons-nous dans le cas idéal d'une personne qui, vous savez, vous êtes dans la fleur de l'âge, vous n'êtes pas... je sais par exemple, je crois savoir, parce que je ne suis pas médecin, mais je crois savoir que je ne sais pas quel pourcentage très élevé des hommes masculins qui meurent après 90 ans sont atteints d'un cancer de la prostate. Bon, de fatalité si vous voulez. Ouais, mais enfin, en revanche, une tumeur grave d'un organe essentiel à 25 ans, ça arrive, mais ce n'est pas très fréquent. Et en général, on n'emporte pas la culpabilité, comme de par exemple un cancer qui est dû à une consommation d'alcool, de tabac, je ne sais pas. Eh bien, il dit, vous êtes malade, c'est pas votre faute. Oui, mais vous n'en êtes pas moins malade. C'est-à-dire que le fait que votre maladie ne soit pas imputable à votre volonté libre, le fait que vous n'ayez pas librement décidé, souverainement choisi d'être malade, n'annule pas la différence entre la maladie et la santé. Et par conséquent, le médecin, par exemple, quand il vous reçoit, il ne se préoccupe pas spécialement de savoir si vous portez ou si vous ne portez pas la responsabilité de votre maladie, au sens où vous auriez décidé de l'avoir. Alors bien sûr, ce dont le médecin peut se préoccuper, c'est de votre mode de vie, de votre régime de vie alimentaire, etc., avant la maladie, pour vous inciter éventuellement à infléchir un peu votre manière de vivre. Mais le médecin, enfin, vous imaginez un médecin qui vous recevra, dit, oh, attendez, je vais d'abord voir avant de vous soigner jusqu'à quel point vous portez la responsabilité de votre maladie. Ben, vous auriez immédiatement voir quelqu'un d'autre et vous auriez bien raison. Ce n'est pas le problème du médecin. Et surtout, vous dit Spinoza, ça laisse complètement intacte la différence entre la santé et la maladie. Vous n'êtes pas moins malade parce que vous n'êtes pour rien dans votre maladie, et bien de la même façon, vous n'êtes pas moins méchant parce que vous n'êtes pour rien dans votre méchanceté. Vous n'êtes pas moins méchant, vous êtes simplement méchant. Rappelons l'étymologie de cet adjectif méchant. Le champ de la terminaison, c'est la racine du verbe choir, tomber. Et là, le préfixe mais, comme dans mes aventures, comme dans mes faits, comme dans mes ententes, ou comme dans méprise, ça veut dire mauvais. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un méchant? C'est quelqu'un qui est mal tombé. Voilà. C'est ça que ça veut dire mal tombé, méchant. Eh bien, là, pour une fois, c'est pas toujours le cas, hein, il faut jamais faire a priori confiance à l'étymologie, mais là, l'étymologie nous dit quelque chose, enfin, elle nous dit quelque chose de spinoziste. Et aussi, d'ailleurs, quelque chose qui remonte très, très en deçà de Spinoza, historiquement, elle nous dit quelque chose de socratique. Nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement. Alors ça, c'est l'une des paroles les plus célèbres de Socrate.
nul n'est méchant volontairement, ce qui paraît très curieux parce que tout de même, la volonté, l'initiative volontaire libre, cela fait partie de la définition même de la méchanceté. Quand on dit chien méchant, vous savez très bien que chien méchant, c'est tout à fait abusif pour le malheureux chien. Dites chien agressif, dites chien dangereux, mais le chien n'est pas méchant. Enfin, alors que pour nous, la méchanceté implique la connaissance de sa propre méchanceté et le choix volontaire, libre, assumé du mal. L'acte méchant par excellence, c'est de, je sais pas, de voir passer un enfant qui court après son ballon, de tendre le pied pour le faire tomber. Enfin, ça c'est de la méchanceté. Vous faites mal exprès. Bon. Or, là, Socrate vous dit, nul n'est méchant volontairement. Et Spinoza vous dit, on va dire, pratiquement la même chose. Il vous dit la même chose. Et le méchant est mal tombé. Oui, mais il est tombé. Oui, mais il est tombé. Et il est tombé plus ou moins bas, mais il est tombé. Et la question qui se pose est de mesurer la différence qui sépare ce méchant de celui qui se tient, disons, dans la moyenne, ou du bon, ou du saint peut-être, et de se demander quelles conséquences il faut en tirer. Mais que le méchant soit méchant sans avoir voulu être méchant par ce que Spinoza appelle, c'est l'expression qu'il faut retenir, un libre décret, qu'il le soit par nécessité, ce ne change rien à sa méchanceté. Dans la lettre, alors je vais citer une autre lettre d'un autre correspondant de Spinoza, qui s'appelle Guillaume Blienberg. Et alors, Spinoza a entretenu avec Guillaume Blienberg une correspondance suivie, précisément consacrée aux questions éthiques et plus précisément à la question du mal et de la culpabilité. À tel point d'ailleurs que Gilles Deleuze, dans un petit livre, alors dont je vous conseille, je vous recommande très vivement la lecture, Gilles Deleuze est un philosophe, dont les productions sont souvent difficiles, profondes, intéressantes, ça ne fait pas de doute, mais c'est aussi un très grand commentateur des philosophes. C'est un très grand et très bon commentateur des philosophes, mais très bon, ça veut dire aussi que les commentaires de Deleuze sur les philosophes, par exemple sur Spinoza, mais aussi sur Hume et sur quelques autres, les commentaires de Deleuze, ou sur Nietzsche, vous en disent autant sur Deleuze que sur le philosophe en question. C'est-à-dire que ce ne sont pas ce ne sont pas des explications scolaires qui tâchent d'être autant que possible, aussi près que possible, de ce qu'a voulu dire le philosophe. Mais Deleuze commente les philosophes de façon très intelligente, très féconde, mais cette fécondité est aussi un apport personnel. Bon, je me souviens que au concours de l'école normale supérieure, à l'oral, l'examinateur devant qui je venais d'expliquer un texte de Nietzsche m'a clairement dit, il n'en a pas fait mystère, il m'a dit, vous connaissez bien votre Deleuze, il m'a dit. Bon. Et je dois bien reconnaître que le Nietzsche et la philosophie de Gilles Deleuze avait, disons, figuré en très bonne place de mes lectures préparatoires à l'épreuve du concours de l'école où se trouvait en effet figuré le gai savoir de Nietzsche. Mais je me demande si je connaissais pas mieux Deleuze que le gai savoir de Nietzsche. Bon, ce qui est évidemment une grande faute. Et alors, Deleuze a écrit un livre qui s'appelle Spinoza, philosophie pratique. Spinoza, philosophie pratique. Ce qui veut dire philosophie morale, si vous voulez. En fait, ça veut dire philosophie éthique. Spinoza, philosophie pratique. C'est un petit livre. C'est aux éditions de Minuit, ça. Petit, format livre de poche, édité par les éditions de Minuit. Donc Spinoza, philosophie pratique, qui est une analyse, un commentaire de la philosophie morale, éthique de Spinoza. Ce livre présente un intérêt en particulier, c'est qu'il comporte un glossaire. Il comporte un petit dictionnaire de la philosophie spinoziste. C'est très bien, comme tout ce que fait Deleuze. Cela dit, on peut, disons, quelquefois penser que Deleuze prend quelques libertés avec la doctrine spinoziste. Mais peu importe, il y a dans ce livre un chapitre entier, je ne sais plus quel est le numéro du chapitre, qui est intitulé « Les lettres du mal ». Les lettres du mal. Et c'est une analyse de la correspondance avec Blienberg sur la question du mal, sur la question
des valeurs en général et sur la question de la liberté et du libre arbitre. Alors, nous sommes dans la lettre 23 à Guillaume Bliemberg. On lit ceci. Là, vous allez voir, Spinoza n'y va vraiment pas par quatre chemins et dit les choses dans la plus parfaite clarté. Voici. Bien qu'en effet un rat, aussi bien qu'un ange, la tristesse aussi bien que la joie, dépendent de Dieu, de la nature. Un rat ne peut cependant pas être une espèce d'ange, pas plus que la tristesse une espèce de joie. Et de même, on ajoutera, pas plus que le criminel ne peut être une espèce de saint, pas plus que l'escroc ne peut être une honnête personne. Et dans la lettre 58 à Schuller, que j'ai déjà citée, parce que c'est une lettre importante sur la question justement du libre arbitre, on y retrouve la définition septième de la première partie. Et j'appelle libre une chose qui existe par la seule nécessité qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature. La lettre 58 à Schuller renchérit sur ce que je viens de dire. Les hommes méchants ne sont pas moins à craindre ni moins pernicieux quand ils sont méchants nécessairement. Les hommes méchants ne sont pas moins à craindre ni moins pernicieux quand ils sont méchants nécessairement. Et la volonté, la responsabilité, entendue comme l'apanage ou le privilège d'un être qui se gouverne par une volonté souveraine, libre, un libre arbitre, n'y change rien. La question de la responsabilité ici est, si vous voulez, hors jeu, neutralisée. La seule chose qui doit nous importer, ce n'est pas de mesurer à quel point une personne a librement choisi, souverainement décidé d'être méchant ou d'être bonne. La seule chose qui importe, c'est de mesurer en quoi consiste et quelle est l'étendue, quelle est la puissance de cette bonté ou de cette méchanceté, et d'agir en conséquence. Et voici ce que signifie agir en conséquence. Alors là, attention, accrochez vos ceintures parce que ça va secouer un peu. Nous sommes dans la lettre 78 à Oldenburg, lettre 78, celle qui suit la question par laquelle j'ai commencé aujourd'hui, qui se trouve dans la lettre 77. C'est la réponse de Spinoza à Oldenburg. Il lui dit: celui qui devient enragé par la morsure d'un chien doit être excusé à la vérité. Bon, bien sûr, il a peut-être été imprudent, il s'est peut-être aventuré dans une propriété privée, mais admettons celui qui n'est pour rien dans le fait d'avoir été mordu par le chien enragé. C'est bien l'hypothèse dans laquelle se place Spinoza. Voilà, il est pour rien, il se promenait dans la rue, un chien est sorti d'une porte, il l'a mordu. Il était enragé, donc c'est n'importe quoi, il l'a mordu. Celui qui devient enragé par la morsure d'un chien doit être excusé à la vérité. Vous n'allez pas l'accuser d'avoir été mordu, et donc d'avoir contracté la rage. Et cependant, c'est là qu'attention, ça va être un petit peu difficile, pas difficile à comprendre, ça vous allez voir, on comprend tout de suite. Et cependant, on a le droit de l'étrangler. Fermez les guillemets. On a le droit de l'étrangler. Voilà. Bon, il est mordu, il est enragé, il n'y est pour rien, on ne va pas lui en vouloir, on ne va pas le mener devant un tribunal pour ça, mais on a le droit de l'étrangler. Alors, il est impossible. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être très violemment choqué par cette proposition. Alors, il faudra l'année prochaine, parce qu'il en est question dans la suite de l'appendice, il faudra revenir sur cette question du droit. Qu'est-ce que veut dire Spinoza quand il dit on a le droit de l'étrangler? C'est très délicat, et sans doute là ici je dois vous mettre un tout petit peu en garde et vous demander de réserver un peu votre jugement, c'est-à-dire réserver peut-être un petit peu votre indignation ou votre répulsion, et attendre un peu les explications qui viendront sur, disons, la façon dont Spinoza, on va dire, use du concept de droit, ou le sens dans lequel il l'entend,
et ce que peut vouloir dire le mot sous sa plume. On a le droit de l'étrangler. Qu'est-ce que veut dire ici Spinoza? Il veut dire ceci, que la peine, la sanction, la punition, parce qu'en un sens ça peut passer pour une punition, qu'on inflige à ce malheureux homme mordu par un chien enragé, c'est simplement la conséquence, d'un état de fait qu'il est enragé, et que nous entendons bien nous protéger peut-être de la diffusion, de la contagion de la rage, ou des périls qu'il pourrait faire peser sur ses semblables. Je ne sais pas jusqu'à quel point, là il faudra qu'un médecin nous dise jusqu'à quel point un homme qui a contracté la rage est dangereux pour ses semblables. Enfin, on peut imaginer qu'il va la passer à d'autres, peut-être qu'elle va se transmettre à d'autres chiens, je ne sais pas. Enfin, on a le droit de l'étrangler. On a le droit de l'étrangler. Alors, bien sûr, son état enragé est excusable, il est explicable. Et donc, il est excusable. Et ça, je l'avais consacré ici même, je me souviens, il y a un certain nombre d'années, une journée, une soirée, à réfléchir sur la question excuse, pardon, responsabilité, explication. Vous savez, on dit souvent, expliquer, c'est pas justifier, expliquer, c'est pas excuser, expliquer, bon. Alors, expliquer n'est certainement pas justifier, ça c'est sûr. Quand vous avez expliqué par les mobiles, je ne sais pas, de la culpabilité, de la rancune, de la haine, de la jalousie, ou de ce que vous voudrez, le comportement, je ne sais pas, d'un délinquant, vous ne l'avez pas justifié. Vous n'avez pas dit, il avait raison de le faire, puisqu'il l'a fait par haine. Non, ce n'est pas une justification. Mais en revanche, il me paraît difficile, et c'est bien d'ailleurs ce que dit ici Spinoza, il me paraît difficile, à partir du moment où l'on dispose de certaines explications pour une conduite, de ne pas faire valoir ces explications comme excuses. C'est ce qu'on appelle au tribunal tout simplement des circonstances atténuantes, et à partir du moment où un comportement peut s'expliquer par une ou plusieurs causes, par une conjonction de causes, eh bien si ces causes sont vraiment des causes, c'est-à-dire si elles agissent, parce qu'une cause qui ne fait rien, qui ne cause rien, qui ne détermine rien, c'est pas vraiment une cause. Si ces causes sont vraiment des causes, j'allais dire des causes dignes de ce nom, qui agissent vraiment, si elles ont exercé leur puissance causale sur celui qui a agi, il est difficile de ne pas en déduire une atténuation proportionnelle, une atténuation proportionnelle de sa responsabilité, la responsabilité diminuant autant que les forces qui agissent sur lui sont importantes. Donc, moi je crois profondément qu'expliquer, c'est excuser, mais évidemment, expliquer n'est pas justifié, et excuser n'est pas justifié non plus, pour cette même raison. Bon, alors, après se dresse là-dessus la question du pardon, qui est encore autre chose, mais ici, il n'en est pas question. Alors, donc, en effet, cet homme est excusable. Évidemment, il n'a pas de justification à présenter du fait d'être enragé, mais il est excusable, et pourtant, on l'étrangle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on choisit la conduite à adopter en fonction, je dirais, de nécessité, d'impératifs de préservation sociale, disons ça comme ça, de sécurité sociale, pas au sens, bien sûr, de l'assurance maladie, mais de sécurité de la société. Voilà, on protège la société en l'étranglant. Vous remarquerez, je pense, que cette idée de protection de la société au moyen d'une peine, qui peut être la peine de mort, comme ici, mais on ne parle pas de peine de mort pour celui qui a été mordu par un chien enragé. On le tue, on l'étrangle, mais on ne prononce pas contre lui une sentence de mort. Simplement, on le tue, on décide de le tuer, mais ça n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une sentence de mort. Il reste que la protection, ne l'oublions pas, c'est quand même assez souvent ce qui figure dans les premières places lorsqu'on réfléchit sur les motifs de la peine judiciaire. Si on vous demandait, et quand même on est fondé à vous le demander, parce que tout de même, les gens qui sont en prison ou qui sont condamnés à quelque peine que ce soit par un tribunal le sont au nom du peuple français. La justice est prononcée au nom du peuple français. Il faut quand même se souvenir, ça devrait nous trotter de temps en temps un petit peu dans la tête, que les gens qui sont incarcérés dans nos prisons,
que ce soit en détention préventive, que ce soit dans des maisons d'arrêt ou dans des centrales, ces gens-là le sont en vertu de la loi, c'est-à-dire en vertu de la volonté générale, enfin de la volonté populaire, en vertu d'une décision qui relève de notre responsabilité. Donc c'est quand même bien d'en avoir conscience. Et lorsque nous avons à rendre compte de ce qui justifie une peine judiciaire, l'idée de protection, quand même, je crois qu'elle arrive en bonne place. Elle arrive en bonne place. La peine judiciaire, elle protège. La peine de mort est une protection très efficace. C'est-à-dire que vous êtes condamné à être pendu et n'y revenez pas. Bon, en effet, celui qu'on tue ne risque pas d'y revenir. Donc protection, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour protéger. Il faut des prisons bien gardées, dont les barreaux sont solides et dont les gardiens sont attentifs et compétents. Et aussi, rappelons-le quand même, l'actualité nous remet le nez là-dessus, suffisamment nombreux, et puis suffisamment équipés, suffisamment organisés, enfin bref, je n'insiste pas sur ce fait qui nous ramènerait à une actualité douloureuse. La protection, voilà, et c'est ça qu'invoque Spinoza, nous sommes devant une justification de la peine, et maintenant il va falloir réfléchir sur cette question précisément. Et donc je vais passer au point suivant, puisque la question était déjà posée, par Oldenburg. C'est le point suivant, c'est la peine judiciaire. Voilà, signification de la peine judiciaire. Et c'est bien ici de la peine judiciaire que je parle, et non pas de n'importe quelle punition. Car évidemment, il y a une multitude de sortes, de types de punitions qui ne relèvent pas du judiciaire, qui ne relèvent pas de la justice pénale. Mais moi, je vais parler de la justice pénale. Et, alors, je n'aurais pas dû d'ailleurs effacer le mot protection, car je l'avais dit, lorsque nous avons à rendre compte de la légitimité, voire de la nécessité, de l'impératif de prononcer des peines judiciaires, qu'il s'agisse d'amende, qu'il s'agisse de prison, qu'il s'agisse de mort éventuellement, alors, ou de déportation, ou de travaux forcés, la protection arrive en bonne place. Enfin, pour la prison, pour la déportation, pour les travaux forcés, pas pour l'amende. Parce que l'amende, si vous payez l'amende, vous conservez votre liberté, et donc vous restez capable de nuisance. Mais la protection, et nous savons que lorsque nous réfléchissons sur le fondement de la légitimité de la peine judiciaire, nous savons que nous disposons de, je dirais, un registre de finalités, tout un registre d'exigences et de finalités qui ont en commun de relever de ce qu'on pourrait appeler, alors on va essayer d'en énumérer quelques-unes, qu'on pourrait appeler l'utilité sociale. L'utilité sociale. Enfin, on va dire l'utilité, tout simplement l'utilité. Alors, ça peut être l'utilité sociale, c'est le cas pour la protection. En enfermant les délinquants ou les criminels, je protège la société de leurs méfaits, mais ça peut être aussi une utilité individuelle, ne serait-ce que parce que enfermer quelqu'un, c'est aussi pour la justice, quelquefois, le protéger lui-même. Parce que vous savez, quand vous êtes compromis de très près, assez profondément dans le grand banditisme, vous n'êtes pas forcément plus en sécurité dehors que derrière les barreaux. Bon, donc c'est aussi une protection, et puis c'est une protection contre, en effet, contre ce que pourrait faire l'individu, contre lui-même, éventuellement même. Parce qu'on est en prison, on est quand même supposé ne pas pouvoir aussi facilement qu'à l'extérieur se suicider, et donc la prison, c'est aussi une protection une protection pour l'individu lui-même. Mais cette utilité pour l'individu n'est évidemment pas la première utilité à laquelle on songe quand on parle de la prison. Quand on parle des peines judiciaires, alors on peut penser à la protection, on peut penser aussi, évidemment, on pense à la dissuasion. À la dissuasion, et cette dissuasion, elle s'exerce de deux façons. Elle s'exerce au niveau de l'individu qui est puni. Il passe quelques années en prison, où il a casqué d'une lourde amende,
ça va peut-être le dissuader de recommencer. Il n'a peut-être pas envie d'y revenir. Mais aussi, cette dissuasion, elle va déboucher directement sur ce qu'on appelle la fonction exemplaire de la peine, l'exemplarité. Il s'agit là de dissuader les candidats éventuels à imiter celui qui a été condamné. La dissuasion la peine a aussi cette fonction exemplaire, et d'ailleurs, vous entendez ça tout le temps, ça peut être de la part d'un politique, ça peut être de la part d'un responsable de quelque nature que ce soit, de quelqu'un qui est en situation de pouvoir, tout simplement, qui a disons, qui a une place de visibilité dans la société. Il faut une peine exemplaire. Il faut des peines exemplaires contre X, contre Y, contre les... Alors ça peut être contre les délinquants, les trafiquants de drogue, ça peut être contre les émeutiers. Voilà. Nous exigeons, nous demandons, ou alors nous veillerons à ce que soient prononcées des peines exemplaires. Des peines exemplaires sont des peines dissuasives à l'endroit de ceux qui ne sont pas encore passés du mauvais côté. Et puis, vous avez d'autres fonctions qui relèvent de cette utilité sociale. Par exemple, vous avez la fonction correctrice ou corrective. Alors, la correction, on peut punir dans l'idée de rendre celui qui est le puni meilleur, ou moins mauvais. Par exemple, en l'amenant à emprunter un chemin de repentir. Alors, ça fait partie de la correction, mais ça va un peu plus loin que la correction, le repentir. Mais enfin, c'est aussi une manière de corriger. Ne serait-ce que parce que, par exemple, si vous passez du temps en tôle, c'est du temps pour réfléchir. Réfléchir sur ce que vous avez fait, sur le sens de votre délit ou de votre crime, par rapport à vous-même, par rapport à la société, et sur le sens de la peine qu'on vous inflige. Par exemple, la notion de correction et les notions de correction de repentir sont fortement impliquées dans ces peines que sont les travaux d'intérêt général, par exemple. Bon, et on peut allonger cette liste. Et faire figurer d'autres fonctions de la peine judiciaire qui relèvent toutes, qui ont en commun de relever de ce qu'on peut appeler, je crois, l'utilité sociale. C'est toute la dimension utilitaire de la peine. Et donc, il est légitime, je crois que ça, personne ne niera la légitimité, la nécessité même de prendre en compte ces dimensions de l'utilité sociale et individuelle, et par conséquent de faire droit, d'accueillir cette dimension utilitariste de la peine. On ne peut pas faire l'impasse, quand on réfléchit sur la pénalité judiciaire, sur cet aspect utilitariste. À quoi ça sert la peine? À quoi ça sert? Quelle est sa fonction? Fonction sociale, fonction individuelle, peu importe. Et nous savons que évidemment, ces questions se posent et posent aux spécialistes du droit, mais aussi aux spécialistes, mais aussi aux politiques, des problèmes difficiles. Évidemment, je laisse de côté, parce que moi, je ne réfléchis que sur le principe. Moi, je suis philosophe, je ne suis pas spécialiste de la pénalité judiciaire, je ne suis pas sociologue, je ne connais pas très bien, et même très mal, par exemple, l'univers pénitentiaire. Mais évidemment, une fois qu'on a dressé cette liste, la question reste entière de la mise en œuvre des moyens réels pour que soit effectivement garanti l'accomplissement de ces fonctions. Parce que ce n'est pas tout de dire à quelqu'un, on va vous mettre en prison pour protéger la société, ensuite on va faire en sorte que ça vous dissuade de recommencer, de dissuader d'autres, on va essayer de vous rendre meilleur, on va essayer de vous faire réfléchir à ce que vous avez fait pour que vous alliez peut-être vers un chemin de repentir. Oui, mais si les conditions ne sont pas... Il y a aussi, n'oubliez pas, par exemple, là, dans les fonctions d'utilité sociale, très important, la réinsertion. La réinsertion. Ça concerne évidemment l'individu, mais ça concerne la société aussi. Parce que quand vous larguez quelqu'un dans la nature, après quelques années, voire décennies d'emprisonnement, il est évident que la capacité que la société a à lui proposer des chemins de réinsertion a une incidence directe sur les risques qu'on fait courir à la société en le laissant en liberté. C'est-à-dire qu'on rejoint l'idée de protection. La réinsertion est protectrice, évidemment. Alors, évidemment, après,
il faut réfléchir, mais ça c'est le problème des politiques, c'est le problème de tous ceux qui ont en charge ces questions, et jusqu'aux associations par exemple, et aux mouvements politiques aussi, aux partis politiques, de réfléchir et aux responsables politiques sur les conditions de la mise en œuvre effective de ces finalités d'utilité sociale. Et là, quand même, je crois que, enfin, nous sommes assez bien informés maintenant pour savoir que nous sommes loin du compte, très loin du compte. À supposer que chacun reconnaisse la nécessité disons, de lester la peine judiciaire de toutes ses fonctions, et je crois que tout le monde sera d'accord, enfin, je ne vois pas dans ces fonctions, je ne vois pas une seule qui soit récusable dans son principe, mais en revanche, le chemin à faire pour que ça marche effectivement, et pour que ça produise les effets attendus, nous savons que ce chemin est long. Nous savons en particulier que la prison est un lieu où bien souvent, loin de s'effectuer un parcours d'amélioration, s'effectue un parcours inverse. Alors ça peut être par exemple de radicalisation, comme on dit aujourd'hui, hein. Moi j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin un processus la prison est un milieu criminogène, nous le savons, bon, pour de multiples raisons. J'entendais encore ce matin, alors la radio nationale étant en grève, je me suis exceptionnellement rabattu sur quelques radios périphériques, et j'entendais, je ne sais pas si c'était sur Europe ou sur je ne sais pas quoi, RMC ou j'en sais rien, j'entendais un témoignage de prisonniers, de détenus et de gardiens de prison sur ce qui se passe dans les prisons. Enfin, je savais, hein, je tombais pas du ciel quand même, on sait que... Mais alors là, j'avoue que, bon, que des téléphones portables puissent être livrés par drone à des prisonniers, je l'ai appris. Bon, qu'un téléphone portable peut s'échanger jusqu'à 3 000 € dans une prison, il faut bien le dire, peut-être pas quand même vraisemblablement dans l'ignorance totale du personnel pénitentiaire, parce que, bon, alors, bref, je n'insiste pas, parce que c'est... Oui. Vous voyez Borgo, un film actuellement sur les écrans, oui, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Bon, bah, écoutez, c'était au programme. Ouais. Moi, je pensais à un autre film, mais alors celui-ci a l'avantage d'être actuellement disponible. Alors l'autre auquel je pense, mais alors c'est encore un autre niveau, mais l'autre auquel je pense doit être disponible peut-être en DVD ou sur Internet, je ne sais pas, c'est un film d'Audiard, qui s'appelait, alors quelqu'un va peut-être, avec Nils Arestrup et aussi un grand, qui s'appelait... Je vois ce que c'est. J'ai oublié. Je ne sais pas si le titre ne commençait pas par 1. Je suis sûr que c'est ça. Mais je n'ai plus le titre en tête. Bon, bref. Ça se passe en prison? Oui, ça se passe en prison. Avec, mais bon, ça montre. Tout à fait. Oui. Alors, ça montre une prison, ça décrit une prison dans laquelle règne ce qu'on appelle en philosophie politique l'état de nature, c'est-à-dire le pur rapport de force. Le pur rapport de force, et où le droit. Alors, quand on parle de zone de non-droit, là, vous avez un exemple. Un prophète. Le titre du film, c'est Un prophète. Et quand on n'y pense plus que ça revient. Voilà. Ça, c'est grande loi de la mémoire. Si vous cherchez un truc, ne cherchez plus, ça reviendra. Obstinez-vous, ça s'obstinera à ne pas revenir. Un prophète. Alors là, bon, c'est une prison dans laquelle ne règnent que les rapports de force. Alors là, pas au niveau des petits trafics individuels, mais des luttes de clans dans lesquelles l'administration de la prison est directement impliquée. Bref, oui, les conditions concrètes. Mais ça, je dirais, les conditions concrètes, je ne traite pas ça par le mépris, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur le principe même de la peine judiciaire. Alors, simplement, ce qu'il faut remarquer, ça me paraît une remarque fondamentale, même si cet après-midi, ça m'a été contesté, ce que je vais dire là maintenant m'a été contesté, donc je vous invite à quand même vous demander dans votre tête pourquoi ça a pu m'être contesté, et vous demander si vous ne le contesteriez pas aussi, mais je vais essayer d'expliquer assez clairement. C'est que, imaginez par exemple, voilà, je ne sais pas moi, un type qui a violé une douzaine de fillettes, qui ensuite les a tuées, enterrées dans son jardin, bon, je n'invente pas tout à fait, hein, parce que quand même, bon. Et puis, imaginez cette situation dans laquelle nous avons la certitude qu'aucune de ces fonctions de la peine, au fond, n'aurait plus de pertinence. Parce qu'il serait, pour des raisons X ou Y, qui pourraient être par exemple d'affaiblissement physique très important, absolument incapable de faire peser le moindre danger sur la société,
sa peine ne serait pas forcément spécialement dissuasive. Bon, exemplaire, alors je ne sais pas, oui, une peine, ça peut toujours être exemplaire, mais par exemple, il serait inaccessible au repentir, il serait absolument incapable de se réinsérer dans la société. On peut passer à un autre exemple. Alors cet exemple a perdu maintenant toute pertinence parce que le temps a passé, mais reportez-vous aux années 1960 et voilà, nous arrivons à mettre la main sur un grand criminel nazi, sur je ne sais quel responsable d'un camp d'extermination par exemple, ou responsable dans les hautes sphères du Reich, quelqu'un qui a véritablement un niveau de responsabilité élevé dans des actes épouvantables. Et alors, il est en prison, on va le juger, on peut le condamner, mais alors, protection, enfin, c'est pas maintenant qu'il va recommencer à traquer, par exemple, des juifs, à les déporter ou à les exterminer. La peine dissuasive exemplaire, oh là là, en ce moment, nous voyons, par exemple, une certaine persistance, voire une reviviscence de mouvements néo-nazis. On risque d'en faire un martyr. Vous savez, par exemple, que la tombe de certains... Enfin, on a évité quelquefois même que certains dignitaires nazis aient une tombe, ne serait-ce que pour que ces lieux, cette tombe ne se transforment pas en lieu de pèlerinage. Or, c'est arrivé. Donc, la peine risquerait plutôt de faire de lui un martyr et d'alimenter quelque chose comme une mémoire néfaste. Correction, non, il ne peut pas être corrigé. Le repentir, il vaut mieux ne pas y penser quand on voit les discours qu'il tient. Quant à la réinsertion, bon, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, de toute façon, il est plus dangereux parce qu'il ne pense plus qu'à une chose, c'est à se faire oublier dans un coin du monde, peut-être par exemple dans une région d'Amérique latine. Éventuellement, d'ailleurs, il faut bien reconnaître quelquefois, non seulement à se faire oublier, mais peut-être aussi à se mettre au service de certains, parce que certains l'ont fait, ils se sont reconvertis dans la répression exercée par les dictatures sur certains mouvements de contestation ou révolutionnaires. Bon, voilà, en fait, vous vous placez dans une situation, c'est une expérience de pensée, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée, vous inventez une fiction. La peine ne peut pas, disons, avoir de fonction utilitaire. Qu'est-ce que vous en faites? Oui? Oui, il me semble qu'il y a une dimension de la peine qui n'est pas prise en compte là, et c'est pas joli, mais est-ce que c'est pas une façon de canaliser la vengeance collective? Et là, on la retrouverait dans l'histoire du nazi. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'hypothèse selon laquelle la peine pourrait être une manière, oui, de canaliser, d'exercer une fonction peut-être cathartique sur la soif collective de vengeance. Une manière de procéder, alors ça c'est un concept qui vient de la psychanalyse, à l'abréaction de cette soif de vengeance, de ce désir de vengeance. L'abréaction, si tu veux, c'est une manière de sublimer, de liquider en donnant une porte de sortie, ce que les psychanalystes appellent l'abréaction. Ça vient de Girard aussi, hein, oui. La victime sacrificielle. Alors en effet, ça vient de Girard, la logique du bouc émissaire, etc. Bon, tout ça c'est important, c'est intéressant. Alors je vais y revenir parce que c'est en effet très pertinent tout ça. Mais alors précisément, ça va nous conduire à la suite. Je dirais que là vous commencez à toucher peut-être à ce qui est le premier essentiel, c'est que ce criminel nazi, ou cet épouvantable criminel, tortionnaire, violeur, assassin, dont vous avez posé par hypothèse que la peine n'aurait aucune utilité ni pour lui ni pour la société. Est-ce que vous pouvez envisager, est-ce que vous pouvez accepter l'idée que vous le remettez en liberté en disant de toute façon ça ne changera rien, ça n'aura pas de conséquences? Or, alors moi je ne sais pas ce qu'il en serait de votre jugement individuel, à vous toutes et tous, autant que vous êtes. Je pourrais vous donner mon idée, mais ça n'aurait aucun intérêt, ce ne serait que mon avis. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que de la façon dont nous concevons aujourd'hui la peine judiciaire, dans la façon dont aujourd'hui nous nous représentons les tenants et aboutissants de la justice pénale, eh bien, je crois, personne ne consentirait, ou très peu nombreux seraient ceux qui consentiraient à ce que, sous prétexte de l'inutilité de la peine, cet individu soit dispensé de peine. Parce que nous sommes très majoritairement pénétrés
de la conviction que celui qui a accompli en une telle quantité ou en une telle qualité le mal, eh bien, j'allais dire, on lui doit quelque chose, et que le compte n'y serait pas si ce dû ne lui était pas versé. Or, ce dû, c'est précisément la peine. La peine, et souvenez-vous quand même, soyez attentifs à la signification de ce mot, peine, ça veut dire souffrance. Peine, ça veut dire que c'est pénible, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Et la privation de liberté dans l'incarcération, ce n'est pas simplement une protection de l'individu dangereux qu'on met derrière des barreaux, comme on le fait du lion, de la panthère ou du tigre au jardin des plantes à Paris. C'est ça aussi, bien sûr, c'est ça aussi. Mais c'est pas seulement ça. C'est une peine, c'est-à-dire que c'est une souffrance infligée. Parce que cette souffrance répond à un impératif qui est le suivant. Il a fait du mal, on doit lui en faire, c'est-à-dire que le mal qu'il a fait, il doit, alors, quel est le verbe ici qui convient? Là, je vais jouer avec vous comme avec une classe. Qu'est-ce qu'il... Il doit le payer. Il doit le payer. Il doit payer. Il doit payer. Et il doit payer. Nous avons en français un verbe un peu plus relevé, un peu moins familier, un peu moins général pour dire ça. Expier, exactement. C'est-à-dire que il y a dans cet inventaire, dont personne, je pense, ne contestera la légitimité. Aucune de ces fonctions ne peut être récusée, je pense. Il y a dans cet inventaire, évidemment, un manque criant, qui est la fonction d'expiation. Et cette fonction d'expiation, je ne la fais pas figurer dans l'inventaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne relève pas de l'utilité sociale. Parce que l'expiation n'est pas exigée, elle n'est pas demandée, au nom de l'intérêt qu'elle présenterait sur le plan pratique pour la vie de la société, ni même pour l'individu. Alors certes, on peut arguer en faveur de l'idée que l'expiation aurait aussi une utilité pour l'individu. Mais c'est une utilité d'une autre sorte. Oui. Ça pourrait être la réparation, parce que là, on n'a pas cité la réparation. Or, la réparation est aussi un élément d'expiation, quelque part, qui pourrait l'être, en tous les cas, oui. Dans la mesure où ça va engendrer éventuellement une peine chez l'individu en question. Oui, alors en effet, ça ne figure pas, et en effet, la réparation, alors ça, évidemment, c'est la dimension prioritaire dans les travaux d'intérêt général, la réparation. Vous avez cassé, vous allez réparer. Vous avez détruit, vous allez construire ou reconstruire. La réparation, en effet, alors, ça va, tout le monde est en bonne santé. Je dirais que c'est vrai que la réparation peut assumer elle peut assumer une part de la fonction expiatoire. Mais je me demande si ce n'est pas le cas de toutes ces fonctions. Je veux dire que si on protège en enfermement, l'enfermement est expiatoire. On ne peut dissuader qu'en faisant du mal, et le mal fait participe de l'expiation, etc. Alors, je ne sais pas, toutes ces fonctions ne sont sûrement pas, je dirais, à égalité implicables dans l'expiation, mais peut-être toutes plus ou moins. C'est à examiner. Ce qui est sûr, c'est que la dimension d'expiation introduit un aspect tout à fait autre que les précédents, ou je dirais largement autre. Et c'est ça que signifie la différence entre justice et vengeance. Parce que on dit toujours, et c'est vrai bien sûr, on dit toujours, la justice, pas la vengeance. Attention, la justice, pas la vengeance. Cette opposition, elle est très significative de quelque chose de crucial, et qu'il nous est absolument interdit de négliger, qui est la différence entre une justice exercée dans le cadre de la loi, selon certaines formes, et avec certaines exigences, par exemple d'établissement des preuves. On ne condamne pas sans preuve. Exigence d'établissement des preuves, exigence de défense, exigence de comparution devant un tribunal arbitre, devant un tribunal impartial.
on ne fait pas comparaître un suspect, un inculpé, un prévenu, devant ses victimes. Les victimes peuvent, je dirais, avoir une certaine part dans le déroulement du procès, mais on ne fait pas juger par les victimes. Donc, justice et non-vengeance, c'est une opposition qui a un sens qui concerne la manière dont, les formes dans lesquelles la peine va être décidée, infligée et exécutée. Parce que vous entendrez toujours, évidemment, au bar du café du commerce, celui qui est le petit blanc en pogne, là, le matin, vous dit « Oh, ben, qu'on me le donne, moi, ce sadique tortionnaire de petite fille, vous allez voir ce que je vais en faire, moi. » Et puis, bon, bah oui, ça c'est... Alors, il est parfaitement légitime et même indispensable d'opposer la justice à la vengeance, entendu en ce sens qui signifie vendetta privée. En effet, la justice pénale dans un état de droit ne peut pas être une vengeance privée. Et donc l'opposition justice-vengeance comme deux attitudes, deux manières de répondre au mal qui sont diamétralement opposées, qui sont aux antipodes l'une de l'autre, elle est totalement légitime. Simplement, il faut ajouter ceci, que si l'on consent à entendre dans le mot vengeance autre chose que une justice infligée par des personnes privées selon des procédures totalement arbitraires et relevant de leur initiative en dehors de toute loi. Ce qui est le sens que je viens d'évoquer pour la vengeance. Mais si on accepte d'entendre le mot vengeance autre chose qui appartient aussi à la notion de vengeance, parce que quand quelqu'un entreprend une vendetta privée, celui qui va par exemple tuer l'assassin de son fils ou tuer le violeur de sa fille, eh bien celui-là, bien sûr, il procède à ce qu'on appelle une vendetta, si vous voulez, pour prendre un terme un peu, pour écarter un petit peu ce terme de sa signification culturelle originelle, mais peu importe, une vengeance privée. Mais attention, il a quand même dans l'idée quelque chose qui est très précis. Il a dans l'idée, il a dans l'esprit, et il est animé par quelque chose qui au fond est autre que les formes dans lesquelles il va exécuter cette vengeance, qui est tout simplement l'idée de rendre pour le mal commis un mal en contrepartie. Et c'est ça aussi l'idée de vengeance. Et de cette idée de vengeance, je dis, alors c'est ça qui m'a exposé à une contestation très forte cet après-midi, de cette idée de vengeance, je dis qu'elle est partie intégrante de notre représentation de la justice pénale. Elle est inséparable de notre idée de la justice pénale. Parce que la justice pénale, pour nous, ce n'est pas simplement tout ça, alors c'est certainement tout ça, très imparfaitement réalisé d'ailleurs, très imparfaitement accompli, mais la justice pénale, ce n'est pas simplement tout ça, c'est aussi, et je crois dans l'esprit de beaucoup peut-être, en tout cas en très bonne place, c'est aussi la nécessité d'expiation. C'est-à-dire, c'est le mal rendu pour le mal. Et c'est pour ça que le principe de la justice pénale, c'est aussi, en tout cas aujourd'hui, et c'est un aujourd'hui qui s'étend sur des siècles, le principe de la justice pénale, c'est tout simplement la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Alors évidemment, ce que la justice réglée par des formes, ce que la justice républicaine, la justice dans un état de droit permet, c'est que l'application de la loi du talion n'aille pas au-delà de la loi du talion, c'est-à-dire pour un œil, pas les deux. Pour une dent, pas toute la gueule. Et c'est ça aussi la loi du talion. C'est pour ça que la loi du talion a même pu être présentée, enfin, historiquement, comme un progrès. Parce que c'est une loi, et c'est ça que veut dire le mot justice. Le mot justice contient, alors là, ou alors il ne veut plus dire grand-chose, l'idée de proportionnalité, l'idée d'égalité, l'idée que dans un échange ou dans une relation, ce qui est d'un côté donné, à ce qui est donné d'un côté, réponde ce qui est rendu de l'autre. Et ça, c'est inséparable de l'idée de justice, et c'est ça qui est à l'œuvre dans la loi du talion, et dans donc cet aspect de vengeance inséparable de notre justice pénale. Et si notre justice pénale implique cette idée de vengeance, dont vous avez remarqué que dans les exemples de Spinoza, il n'est évidemment pas question, c'est précisément parce que nous donnons raison à
Descartes lorsqu'il dit « Il n'y a que ce qui dépend de la volonté qu'on est sujet de répondre, compenser ou de punir », mais il faut ajouter ici, pour donner tout son sens à l'idée de Descartes, en tout cas donner tout son sens à ce qui sous-tend notre justice pénale, il n'y a que ce qui dépend d'une volonté libre et d'un libre arbitre qu'on est sujet de récompenser ou de punir. Et si nous faisons de la vengeance au sens, non pas de la réplique infligée en dehors de toute loi, mais au sens de l'équivalence du mal subi par le coupable et du mal dont il s'est rendu lui-même responsable, si on admet vengeance en ce sens, la dimension de vengeance, elle est liée au fait que notre conception de la peine judiciaire est organiquement liée, très profondément liée, à l'idée de volonté libre. Elle est très liée à l'idée de volonté libre. Et donc, si nous ne sommes absolument pas disposés à réduire la pénalité judiciaire à cet inventaire d'aspects, c'est parce que nous tenons à l'idée de liberté de la volonté, de libre arbitre, cette idée eh bien, que Spinoza prétend dissoudre. Et là, on se trouve devant, alors on se trouve évidemment un débat, discussion philosophique, je dirais, qui va au fondement de toutes ces questions sur la réalité ou le caractère fictif du libre arbitre, et évidemment on se trouve aussi placé devant un débat fondamental sur le sens de la peine judiciaire. Alors là, je veux lire ici quelques extraits de textes. Je vais lire un extrait d'un texte de Simone Weil, un passage qui se trouve dans ce livre de Simone Weil. Alors, bon, tous les livres de Simone Weil méritent hautement d'être découverts et lus, mais peut-être celui par lequel il faudrait commencer, c'est celui-là, l'enracinement. L'enracinement, c'est certainement une très bonne introduction à la pensée de Simone Weil, qui est certainement une des très grandes figures de la pensée philosophique du XXe siècle. Et ça, avant de lire le chapitre, avant de donner le titre du chapitre, je vais quand même vous poser une autre question. Quel est le nom que prend la peine judiciaire quand sa fonction relève de l'expiation? Quel est le nom que prend la peine judiciaire lorsqu'elle est administrée en tant qu'expiation et pour sa valeur expiatoire? Châtiment. Châtiment, exactement, c'est le châtiment. Et vous comprenez bien que, par exemple, le mot de châtiment perd toute signification, toute pertinence dans tous ces cas. Le mot n'a pas lieu d'être. Et de la même façon que vous ne châtiez pas, vous punissez un chien. Ah ouais, le chien qui a puni. Si vous adoptez un petit chiot et qu'il pisse sur la moquette, bon, je ne connais pas grand-chose aux chiens, je ne connais pas grand-chose au dressage des animaux, mais en général, on punit. Alors, il y a des règles. Il ne faut pas le punir 3 jours après, hein, parce que ça, il faut le punir en lui mettant, paraît-il, le museau dans sa pisse, et puis, je sais pas comment on fait, je ne sais pas quelle doit être l'intensité des coups, le nombre, tout ça, je ne sais pas faire, hein, j'ai jamais eu de chien, j'ai jamais eu à en dresser, et encore moins à punir. Un chien n'expie pas. Et vous ne châtiez pas un chien, et vous ne châtiez pas un enfant de 4 ans qui a joué avec les allumettes. Vous ne lui administrez pas de châtiment. Vous le punissez. Mais vous exercez, dans l'acte de punir l'enfant, vous exercez la fonction dissuasive. Éventuellement exemplaire s'il a un petit frère ou une petite sœur, c'est impossible, oui, mais surtout dissuasive. C'est-à-dire que, à tel point d'ailleurs que, il y a une stratégie qui consiste, c'est un petit peu celle de Rousseau, consiste à dire, ne le punissez pas. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que ça vient d'en haut. Non. Il a cassé un carreau, qu'il s'enrhume. Voilà. Qu'il est froid. Les allumettes, Rousseau ne vous dit pas laissez-le foutre feu à la maison, mais il vous dira éventuellement, vous gardez un œil, mais s'il pouvait se brûler un peu, c'est pas plus mal. Hein. Ça rejoint un peu l'injonction qu'il donne aux parents qui ont toujours peur que leurs enfants tombent. Il leur dit qu'il tombe 100 fois le jour, il n'en apprendra que plus vite à se relever. Bon, eh bien, oui, qu'il se brûle un peu, et, comme on dit, ça lui apprendra. Et il verra la punition comme la leçon même de l'ordre des choses, un peu à la manière spinoziste finalement, et non pas comme la sanction infligée par une autorité située tout là-haut.
Alors, le chapitre dont je veux lire un extrait, c'est précisément le chapitre de l'enracinement qui s'intitule Le châtiment. Ce châtiment est, ce chapitre consacré au châtiment est tiré de la première partie de l'enracinement de ce livre. Et cette première partie est intitulée Les besoins de l'âme. Les besoins de l'âme. Le châtiment, dit Simone Weil, est un besoin de l'âme. Le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine. Attention, hein, alors ça, Simone Weil, on peut considérer que Simone Weil n'est pas l'une des figures les plus monumentales de la philosophie française en matière de construction d'un système métaphysique grandiose, ça sûrement, mais c'est quelqu'un qui ne lance jamais un mot en l'air, ça c'est sûr. Le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine. Ça veut dire que vous pouvez tuer une âme si vous ne la châtiez pas. Ça veut dire ça. Ça veut dire que l'âme est en péril de mort. Bon, vous connaissez peut-être un peu l'histoire personnelle de Simone Weil, dont le cheminement était un cheminement vers le christianisme. Elle ne s'est jamais fait baptiser parce qu'elle n'a jamais considéré qu'elle en soit digne. Elle a reculé le moment du baptême, et à ma connaissance, je crois qu'elle n'a jamais reçu le baptême, parce qu'elle ne se croyait pas à la hauteur du baptême. Mais enfin, elle est allée dans cette direction-là. Le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine. L'âme peut mourir, et qu'une âme puisse mourir, ça c'est une idée qui est au fond du christianisme, puisque dans l'idée chrétienne de la mort, l'idée chrétienne de la mort est double. Il y a une mort, il y a une première mort qui correspond à ce qu'on appelle la mort biologique ou socialement le décès, si vous voulez. Et puis après, il y a une mort spirituelle qui est bien sûr la damnation. Donc le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine. Il est de deux espèces, disciplinaire et pénal. Par disciplinaire, Simone Weil entend tout ça. Par pénal, elle entend l'expiation. Il est de deux espèces, disciplinaire et pénal. Ceux de la première espèce offrent une sécurité contre les défaillances, à l'égard desquelles la lutte serait trop épuisante s'il n'y avait un appui extérieur. Mais le châtiment le plus indispensable à l'âme est celui du crime. Par le crime, un homme se met lui-même hors du réseau d'obligations éternelles qui lient chaque être humain à tous les autres. Hors du réseau d'obligations éternelles qui lient chaque être humain à tous les autres, et pas hors du lien social, pas hors de la société. Le lien social qui est toujours sujet à des variations historiques, culturelles, etc. Non, il se met lui-même hors du réseau d'obligations éternelles qui lie chaque être humain à tous les autres. Il ne peut y être réintégré que par le châtiment, pleinement s'il y a consentement de sa part, sinon imparfaitement. De même que la seule manière de témoigner du respect à celui qui souffre de la faim est de lui donner à manger, de même le seul moyen de témoigner du respect à celui qui s'est mis hors la loi est de le réintégrer dans la loi en le soumettant au châtiment qu'elle prescrit. Le besoin de châtiment n'est pas satisfait, là où, comme c'est généralement le cas, le code pénal est seulement un procédé de contrainte par la terreur. Au fond, un procédé de dissuasion, justement. La satisfaction de ce besoin exige d'abord que tout ce qui touche au droit pénal ait un caractère solennel et sacré, que la majesté de la loi se communique au tribunal, à la police, à l'accusé, au condamné, et cela même dans les affaires peu importantes, si seulement elles peuvent entraîner la privation de la liberté. Donc, solennité, caractère sacré. Il faut que ça soit présent dans le tribunal. Bon, c'est à ça que servent les toques en hermine, et bon, c'est à ça que ça sert. Il y a un rituel du tribunal. Alors, quant à la communication du caractère solennel et sacré à la police, là on se dit, c'est vrai qu'il y a quand même du chemin à faire. Au tribunal, je ne suis pas suffisamment habitué aux audiences pour savoir si, je dirais, cette atmosphère de solennité s'y respire. Je ne crois pas que ce soit forcément toujours facilement le cas. Et la responsabilité n'en incombe peut-être pas, d'ailleurs sûrement pas, à ceux qui participent au jugement. Il faut que le châtiment soit un honneur, que non seulement il efface la honte du crime, mais qu'il soit regardé comme une éducation supplémentaire qui oblige à un plus grand degré de dévouement au bien public. Alors, ici vous allez dire, ah oui, tiens, elle retrouve avec cette idée d'éducation supplémentaire,
la fonction de correction, la fonction de correction, la fonction de repentir. Pas tout à fait. Parce que le châtiment soit un honneur, non seulement qui défasse l'onde du crime, mais qui soit regardé comme une éducation supplémentaire, qui oblige à un plus grand degré de dévouement au bien public, c'est parce que le châtiment est exercé au nom de la loi et dans le cadre de la loi. C'est ça qui fait qu'il devient une éducation supplémentaire. C'est l'éducation. L'éducation, ce n'est pas par le fait que on va donner, par exemple, peut-être des cours d'éducation civique aux détenus, ou qu'on va, peut-être par l'application du règlement, lui apprendre le respect de la loi. C'est qu'il faut qu'il comprenne que ce qu'il atteint par le châtiment, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un pouvoir politique, hein, que c'est la loi. Il faut aussi que la dureté des peines réponde au caractère des obligations violées et non aux intérêts de la sécurité sociale, de la sécurité de la société. Il faut que la dureté des peines réponde au caractère des obligations violées. Et là, nous retrouvons la loi du talion. La loi du talion, voilà, il faut qu'il y ait correspondance. Hein. Dans correspondance, vous avez répondre. Il faut que la dureté des peines réponde au caractère des obligations violées. C'est-à-dire qu'on ne punit pas d'autant plus fort qu'on a besoin de faire des exemples. C'est ça que nous dit Simone Veil. La déconsidération de la police, la légèreté des magistrats, le régime des prisons, le déclassement définitif des repris de justice, hein, bon ça c'est Les Misérables, hein, c'est Jean Valjean, hein. L'échelle des peines qui prévoit une punition bien plus cruelle pour 10 menus vols que pour un viol ou pour certains meurtres, et qui même prévoit des punitions pour le simple malheur, tout cela empêche qu'il existe parmi nous quoi que ce soit qui mérite le nom de châtiment. Voilà, ce que dit Simone Veil, c'est que nous n'avons pas de châtiment. Nous n'avons pas de châtiment. Cette conception qui vient de Hegel, il y a une formule de Hegel dans le principe de la philosophie du droit, châtier, c'est faire honneur au criminel. Châtier, c'est faire honneur au criminel. C'est-à-dire, c'est rendre hommage à son être libre, à son statut d'être libre. Simone Veil doit probablement quelque chose de cette idée à Alain, qui a écrit assez souvent sur cette question, dans ses propos et dans ses livres. Alain qui confesse avoir longtemps adhéré à l'idée de la pénalité judiciaire qui a été théorisée par le grand penseur judiciaire des Lumières qui est Cesare Beccaria. Italien, Beccaria, vous trouverez le traité des délits et des peines, en format poche chez Carly Flammarion, préfacé par Robert Badinter. Et vous lirez ce texte, c'est la Bible des Lumières en matière judiciaire. Mais Beccaria ne connaît pas ça. Beccaria n'en parle jamais. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Beccaria, c'est ça. Voilà. Que peut la peine judiciaire pour la société ? Et quel intérêt la société a-t-elle à infliger du mal à ceux qui en ont fait ? La dimension de l'expiation est tout à fait hors champ du traité des délits et des peines, qui est entièrement organisé autour de la considération d'utilité sociale. Et Alain dit, voilà, j'ai longtemps été séduit par Beccaria, et bien maintenant, j'ai entendu Hegel, et je crois que là, vous avez dans ce texte de Simone Veil un écho de Hegel, et de Hegel à travers Alain, si vous voulez. Alors, je ferai figurer tous ces textes sur le blog. Je les ai, ils sont immédiatement ils se trouvent dans mes fichiers sous forme complètement déjà travaillée, donc je les mettrai sur le blog, j'aurai l'habitude de le faire, et vous pourrez les lire. Je mettrai les textes d'Alain. Alors le texte de Simone Veil aussi, enfin un extrait du chapitre sur le châtiment. Et il faut bien comprendre que, au fond, cette conception du châtiment et de l'expiation qu'on trouve chez Simone Veil, elle est au fond, il faut bien le reconnaître, elle est aux antipodes du nul n'est méchant volontairement. Puisque c'est précisément en tant qu'il est volontairement méchant, et qu'il l'est librement, et qu'il l'est par l'exercice de sa volonté libre,
et non pas sous l'effet de causes déterminantes, c'est en tant qu'il est librement méchant que le méchant est puni et que la punition vaut pour le méchant comme reconnaissance de sa liberté et comme honneur fait à son statut d'être libre, ce qui, enfin, selon Alain et selon Simone Veil aussi, parce que c'est ça dont elle parle quand elle dit quand la punition n'a de fonction que disciplinaire. Elle dit quand la punition n'a de fonction que disciplinaire, c'est-à-dire quand on administre les punitions à peu près comme on les administre par exemple dans une classe, il faut quelquefois punir en classe. Bon, et eh bien quand on punit, c'est à des fins disciplinaires. Je ne dis pas qu'un élève qui a commis un mal dans un lycée, dans un collège, ne puisse pas, disons, recevoir une peine de fonction expiatoire. Ça, c'est possible, mais je ne pense pas qu'il puisse la recevoir dans le cadre du règlement intérieur de l'établissement. Il la recevra, par exemple, devant un juge des enfants, dans l'exercice de la justice pénale républicaine. Eh bien, dit Alain, et Simone Veil le dit aussi, même si elle ne cite pas Beccaria ici, c'est bien lui exactement qu'elle a dans le viseur. Elle dit, ben voilà, ça, la conception, ce qui est exposé de la peine judiciaire dans le traité des délits et des peines, eh bien, c'est quelque chose qui fait l'impasse sur, disons le mot, c'est évidemment dire beaucoup, mais il faut le dire, parce que Simone Veil, lui, sur l'humanité. Sur l'humanité. Et là, nous avons affaire, évidemment, à deux directions, à deux axes, à deux manières de penser la peine judiciaire, dont je pense que vous pouvez voir maintenant quels sont les fondements philosophiques, et même les fondements métaphysiques. Il est évident que l'idée du châtiment expiatoire tel que Simone Veil l'expose ici, je ne dis pas qu'on ne puisse pas lui donner un sens spinoziste. On peut sans doute lui donner un sens spinoziste au sens où, par exemple, en effet, on peut, à partir des considérations, je dirais, de philosophie morale, juridique et politique du spinozisme, je pense qu'on peut, c'est possible, par exemple, faire droit à l'idée de la prise de conscience chez le délinquant ou le criminel du fait que la punition vient de la loi, par exemple, et pas d'une force contraignante qui s'exerce sur lui. Mais enfin, il reste que je pense, nous avons ici affaire à une bifurcation fondamentale. Et il est sûr qu'ici, dans cette bifurcation, eh bien, nous voyons Spinoza prendre un chemin, une voie, une route qui n'est pas celle de Simone Veil, ni d'Alain, ni de Hegel. Après, je vous laisse la responsabilité de décider quelle est la voie qui prend la direction à gauche et celle qui prend la direction à droite. Question qui a peut-être une signification, dont je crois d'ailleurs qu'elle a une signification. Mais enfin, là, on entre sur un terrain évidemment délicat. Alors, ce que je voulais faire avant de terminer pour aujourd'hui, voyons que je voulais lire un passage de Nietzsche, qui lui s'inscrit dans l'héritage de Spinoza. Nietzsche qui écrivait à l'un de ses grands amis, qui écrivait un jour d'exaltation émerveillée, je me suis découvert un précurseur, j'ai lu Spinoza. Je me suis découvert un précurseur, j'ai lu Spinoza. Et voici ce qu'on lit alors dans Humain trop humain, au paragraphe 105, paragraphe intitulé « La justice rétributive ». Qui a pleinement saisi le principe de l'irresponsabilité totale. Responsabilité, ça ne va pas, parce que le mot irresponsable veut dire autre chose en français, c'est mal traduit, il faut dire innocence. Qui a pleinement saisi le principe de l'innocence totale ne peut plus faire entrer la justice dite rétributive, celle dont nous parle Simone Veil, la justice expiatoire, ne peut plus faire entrer la justice dite rétributive dans le concept de justice, étant admis que cette dernière consiste à donner à chacun son dû. Car celui qui est puni ne mérite pas la punition. On ne se sert de lui que comme d'un moyen d'intimidation pour empêcher à l'avenir certains actes. Exemplarité. Celui que l'on récompense ne mérite pas davantage sa récompense. Il ne pouvait en effet agir autrement qu'il n'a agi.
Ainsi, la récompense n'a d'autre sens que d'être un encouragement pour lui et pour les autres, a donc pour fin de fournir un motif de futures actions. On acclame celui qui est en train de courir sur la piste, non pas celui qui est au but. Ni la peine ni la récompense ne sont choses qui reviennent à l'individu comme lui appartenant en propre, elles lui sont données pour des raisons d'utilité, sans qu'il y ait à y prétendre avec justice. Il faut dire, le sage ne récompense pas parce qu'on a bien agi. De la même manière que l'on a dit, le sage ne punit pas parce qu'on a mal agi, mais pour empêcher que l'on agisse mal. Si peine et récompense disparaissent, du même coup disparaîtraient les motifs les plus puissants qui détournent de certaines actions et poussent à certaines autres. L'intérêt de l'humanité en exige la perpétuation, et pour autant que peine et récompense, que blâme et éloge ont sur la vanité l'effet le plus sensible, ce même intérêt exige aussi la perpétuation de la vanité. Alors, c'est là que je disais, je n'ai pas terminé, mais j'essaierai quand même la prochaine fois de donner un tout petit prolongement, pas long du tout, pour laisser une place à la discussion, et pour pouvoir revenir sur toutes ces questions. Voilà, mais je crois que ce qui est important, c'est de prendre ici conscience de la très radicale divergence et même opposition, en tout cas bifurcation, j'ai dit, entre deux positions qui sont philosophiquement, métaphysiquement fondées évidemment dans des présupposés complètement différents, voire radicalement opposés et peut-être même, on pourrait dire, antagonistes. Voilà, bon, je vous remercie, je m'arrête, je crois, nous sommes